L'an 2016, année au cours de laquelle devraient être organisées deux principales élections, à savoir l'élection présidentielle et législative. La question est celle de savoir si cela serait vraiment possible. Est-ce la Commission électorale nationale indépendante? Aura-t-elle des moyens financiers conséquents? Qui bloque le processus électoral? À qui la responsabilité? Tentative de réponse, c'est dans cette émission. Invité de la rédaction avec votre invité. Il s'appelle Philippe Oundji. Il est représentant des notables et personnalités sympathiques aux accords de paix de Goma. Ministre honoraire au développement rural ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons essayer de répondre à cette série de questions. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, merveilleux à tous. Merci. Vous tenez beaucoup aux accords de paix de Goma. Pourquoi vous voulez toujours qu'on en parle? Moi, j'aime qu'on en parle parce que il va de la paix, de la sécurité et de la quiétude pour la bonne tenue des élections au niveau de la partie est de la République. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous sommes fatigués. Fatigués des tueries, fatigués des viols, fatigués de tous ces affres de guerre que nous cessons de subir de la part de l'ennemi de la reconstruction de la République, l'ennemi de l'intégrité territoriale et l'ennemi de la prospérité du peuple congolais. Nous saluons les efforts, n'est-ce pas, des forces armées congolaises, mais si nous pouvons obtenir, au regard des difficultés que nous subissons, n'est-ce pas, à l'Est, obtenir la solidarité, je vais dire, de toute la communauté nationale, cela peut être une meilleure chose. Et surtout, inscrire cette thématique au niveau du dialogue que le président de la République a convoqué. Pourquoi? Parce que il est difficile, à notre humble avis, n'est-ce pas, de subir ce qu'on est en train de subir, et d'autres parties de la République, n'est-ce pas, demeurent en paix. Donc, au nom de cette situation, nous voudrions, à travers cette thématique-là, n'est-ce pas, obtenir la solidarité nationale de tout le peuple congolais. Et qu'est-ce qui y a été dit, qu'est-ce qui a été analysé aux accords de paix de Goma qui n'a pas été relevé aux concertations nationales? Je pense qu'il y a des questions qui ont été relevées, mais dans la mise en œuvre, cela n'a pas eu gain de cause à 100% pour, n'est-ce pas, réaliser la paix, la sécurité des personnes, des biens. Notamment, je peux rappeler que l'accord de Goma travaillait sur l'inactivisme, donc on devrait arriver à rendre inopérationnels les groupes armés à l'est de la République. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, nous devrions faciliter, à travers l'accord qui a été signé en face de la communauté internationale et de la communauté nationale, à l'intégration des forces, n'est-ce pas, qui ont des forces non invitées, c'est-à-dire les groupes armés locaux et non les groupes armés étrangers. Et en plus, on devrait déclencher un processus de développement durable à travers cette partie qui a eu à subir 15 ans durant, n'est-ce pas, les atrocités de guerre ici des groupes non invités. Et est-ce que vous avez des répondants au jour d'aujourd'hui où toute l'attention est tournée vers le dialogue national? Aujourd'hui, vous tenez absolument à ce que les accords de paix de Goma soient pris en considération, pris en charge. Est-ce qu'il y a des répondants? Oui, absolument. D'ailleurs, nous avions vu les communiqués du gouverneur de la province du Nord Kivu qui a eu à dire que le gouvernement devrait entreprendre, n'est-ce pas, les actions conjointes entre les forces armées congolaises et la MONUSCO. Et ça, c'était une des choses parce qu'il y a un temps où il y avait une certaine divergence. Nous supposons que ces divergences ont été, n'est-ce pas, levées. Et ça a été un point de vue, n'est-ce pas, de la dynamique dans ces réflexions qui a eu à formuler, n'est-ce pas, cette invitation du gouvernement à collaborer avec la MONUSCO en vue, n'est-ce pas, de bénéficier de leur expertise en plus de l'expertise nationale pour mettre fin, n'est-ce pas, aux ADF Nalo à Beni, dans l'Ituri et dans le long, dans le littoral jusqu'au Nord Katanga. Bref, et je pense que le principal répondant qui
premier, c'est lui qui met en œuvre, n'est-ce pas, la politique de défense, c'est le président de la République. Et là, nous saluons, après son séjour, le point de vue qu'il a eu à lever quant à ça, et nous pensons que bientôt, si et seulement si, nous arrivons à circonscrire d'autres questions d'ordre politique au niveau, n'est-ce pas, du dialogue, eh bien nous pouvons aboutir au résultat qui est celui, n'est-ce pas, de permettre les citoyens de l'Est à voter en toute quiétude et en toute liberté. Oui, parce que vous parlez de vote, voter en toute liberté, en toute quiétude. Je venais de le dire au sommaire de cette émission, que l'année 2016, c'est une année de grands enjeux où il est attendu pratiquement 2 élections, l'élection présidentielle et législative. La question est celle de savoir, aujourd'hui, parce que vous êtes un politique, est-ce que la Commission électorale nationale indépendante, qui s'est plaint depuis de ne toujours pas avoir de moyens conséquents, vous estimez que 2016, les élections pourraient être organisées en RDC? Je pense à la question des moyens, nous, la dynamique, nous observons et nous subissons le point de vue de la CENI. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que les moyens ne manquent pas. Ce qui fait que le moyen soit décaissé à pas pesant au profit de la CENI, c'est la versatilité de nos partenaires qui devraient, n'est-ce pas, participer au processus électoral, et sinon de rien d'autre que l'opposition. Pourquoi? Parce que s'il y a des questions qui sont en amont et qui devraient concourir à mettre en place un processus crédible, cyclique et durable, eh bien, il va de soi qu'un consensus soit levé. Le président de la République avait donné le point de vue de faire l'élection depuis l'année 2012, n'est-ce pas, en commençant par le municipal jusqu'au niveau de l'élection présidentielle, mais l'opposition n'a fait que donner des points de vue, et je pense que nous allons revenir, parce que j'ai entendu à l'introduction de l'émission que nous allions parler à qui de la responsabilité. Donc bref, moi je pense au niveau des moyens, il n'y a pas de problème. C'est là où il y a les problèmes, ce sont ces questions que le président de la République avait relevées dans son discours d'avant l'état de la nation, qui devrait permettre de sorte que le penseur, les politiciens, les plateformes politiques, les chercheurs devraient se mettre ensemble pour dégager un consensus qui devrait remettre le pays sur le rail d'un processus, n'est-ce pas, crédible, cyclique et durable. Et donc, moi je crois qu'il est important que des dialogues aient lieu et que tout le monde puisse y prendre part, de telle sorte que nous puissions au moins redorer l'image de la République dans toute sa diversité. Eh bien, je crois qu'il est temps, et 2016, qui est l'année qui commence bientôt, soit une année d'espoir. Philippe Oundi, vous êtes représentant de notables personnalités sympathiques aux accords de paix de Goma, ministre honoraire au développement rural. Aujourd'hui, vous suivez pas à pas la vie politique de la RDC, le processus électoral. Il y en a ceux-là qui accusent, n'est-ce pas, la majorité présidentielle de mettre toutes les batteries en marche pour bloquer ce processus, parce que, objectif, rester au pouvoir, y rester encore longtemps. La majorité que vous êtes, vous accusez l'opposition d'avoir une grande part de responsabilité dans le blocage du processus électoral. Eh bien, j'aimerais que vous le disiez vraiment sincèrement, à qui incombe la responsabilité du blocage du processus électoral en RDC au jour d'aujourd'hui? Moi, je ne l'ai pas encore dit, mais bien, je voudrais donner le point de vue, le fait, oui, qui ont émaillé les processus depuis 2012 en 2015. Tenez, messieurs les journalistes, en 2012, le président de la République, dans sa correspondance adressée au gouvernement, avait demandé cette institution de l'époque, donc le gouvernement, de vider les arriérés électoraux, n'est-ce pas? Et la correspondance existe, c'est-à-dire les arriérés électoraux de 2011. Oui. À cette étape-là, le président de la République étant respectueux des textes, soucieux de remettre le pays sur le processus démocratique d'une façon complète, n'est-ce pas? L'opposition avait orienté ses tirs à la CENI pour demander à la CENI des choses. Une chose, la première donc, c'était, n'est-ce pas, en 2012, je vais vous dire, c'était d'amender la loi électorale, de mettre en place une nouvelle loi qui intégrerait,
n'est-ce pas, la plénière. Tout et c'était l'honorable Okoundji. Oui. La deuxième stratégie de l'opposition, n'est-ce pas, était de changer les autorités de la CENI. Donc, remplacer l'équipe Ngoï, Mulunda et consorts par une autre équipe consensuelle. Le président, revêtu de ses prérogatives de l'article 69, qui devrait donner, n'est-ce pas, au pays la quiétude, la paix et le statut d'arbitre, il a pris le point de vue de la majorité et de l'opposition, il a mis ensemble, il a demandé à l'institution de revoir la loi électorale et aussi remplacer l'équipe, n'est-ce pas, de la CENI. Comme l'a exigé l'opposition. Comme l'avait exigé l'opposition. Et en 2013, le président de la République, soucieux toujours du bien-être congolais, soucieux du processus électoral, respectueux des textes de la Constitution, il avait déclaré l'année 2012 à travers son discours, n'est-ce pas, de fin d'année, que l'année 2014 devrait être une année électorale. Les discours existent. Et je pense, vous de la presse, vous devriez prendre tous ces discours, lire de 2012 en 2014, 2015, pour voir s'il y a eu des contradictions à l'endroit, n'est-ce pas, du président de la République. À cette date-là, soucié, je dis bien, de la Constitution, il voulait remettre le pays sur les rails. Quel était le comportement de l'opposition? Toujours changer, n'est-ce pas, les autorités. En 2014, au mois de février, le président de la République, après avoir que l'Assemblée ait adopté, n'est-ce pas, la loi électorale, le gouvernement de la République avait opté, sous le leadership du président de la République, de mettre une nouvelle équipe qui a été, n'est-ce pas, celui de l'abbé Malou Malou. Et avec comme exigence de l'opposition toujours, faire sortir le calendrier global. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait que dès que le calendrier global sortit, il devrait faire pression à la communauté internationale d'obtenir le moyen en vue de réaliser les élections. Ce qui n'est pas réalisé. Arrivé à cette versatilité toujours de l'opposition, le président de la République, soucieux toujours de respecter les textes, a permis à l'équipe Malou Malou de publier au mois, n'est-ce pas, il était entré au mois de juin, et au mois de février, Malou Malou 2015, il a fait publier le calendrier global. La même opposition congolaise, sage, intelligente, a demandé non, il faut intégrer les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs qui, dans le français, semblent être, n'est-ce pas, une petite exigence linguistique, mais en termes techniques, impose la révision du fichier électoral, l'opérationnalisation des collectes des données et constitution d'un nouveau fichier électoral. Deuxième blocage, le président de la République, analyste qu'il était, il avait vu avec tous ces points de vue, qu'il avait eu en compte encore à intégrer dans la façon de gérer la République, il a demandé non, nous pourrions arriver à des blocages, il a déclenché, n'est-ce pas, en acceptant d'abord l'intégration des nouveaux majeurs, il a autorisé, n'est-ce pas, la consultation nationale qui a été faite près de toutes les forces politiques, des courants de pensée des chercheurs de la République. Bref, tous ces éléments mis ensemble, n'est-ce pas, et le président de la République respectueux de l'opposition au regard de la loi qui régit l'opposition, à mon humble avis, même jusqu'à présent, lorsqu'il a terminé les consultations nationales, il est toujours dans une vitesse V-1 pour adhérer au dialogue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, soucié d'avoir un processus consensuel, l'opposition refuse. C'est ce qui nous amène à dire au niveau de la dynamique que ceux-là qui ont la responsabilité de bloquer les processus électoraux, au regard de tous ces faits, M. Pamphile, s'il y a quelqu'un de l'opposition qui peut me dire le contraire, je suis prêt à l'emporter dans n'importe quelle langue et dans n'importe quel média et à ma charge. Donc, la responsabilité incombe à l'opposition parce que c'est d'elle qui, aujourd'hui, si le processus est sur béquille, c'est à elle qu'incombe la responsabilité. Et vous ne vous sentez pas très bien à l'aise lorsque l'opposition vous donne les moyens de prolonger votre mandat? Ce n'est pas votre stratégie, comme on l'a vécu ailleurs, où la majorité collabore parfaitement au milieu de la nuit, comme de Nicodème, pour activer certains opposants, entre guillemets, afin de vous aider à vous cramponner davantage au pouvoir. Non, se cramponner au pouvoir, ce n'est pas nous qui voulons se cramponner au pouvoir. Et nous devons être d'accord. Je ne vois pas qui de ces pouvoirs peut aller convaincre Tshisekedi et Kamere.
Vous n'avez pas créé votre propre opposition. Moi, j'ai dit, ce n'est pas une opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes dans une dynamique qui travaille sur la thématique paix, sécurité, développement, partie Est, et nous sollicitons la solidarité, n'est-ce pas, de toute la population qui sera réunie au dialogue, en vue d'emboîter le pas, de telle sorte que nous puissions aussi vivre comme les autres, n'est-ce pas, comme ceux-là qui sont au Bandundu, comme ceux qui sont au Bas-Congo, comme ceux qui sont en Équateur. Parce qu'il est impossible de croire qu'on peut vivre sous les coups de balles pendant 17 ans, M. Pamphile, ce n'est pas facile. Dire que c'est nous qui donnons le point de vue à l'opposition pour que nous puissions en profiter, je ne crois pas. Kabila n'est pas... Kabila, le président Kabila n'est pas cette nature. Qui s'est créé une certaine opposition Kabila, laquelle... Le président Kabila n'est pas de cette nature. Et je pense, lorsque vous l'analysez, et c'est ça l'erreur des politiciens de Kinshasa, vous prenez l'individu et vous oubliez son histoire. Kabila est ici fils de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, un Congolais épris de paix, de développement et de démocratie, qui a abandonné toute sa jeunesse et l'a investi au profit de conquérir la République en vue d'asseoir la démocratie au niveau de notre pays. Donc un fils né de cette idéologie ne peut pas collaborer avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui dans ses calculs cherche le pouvoir d'une façon facile, parce que Kabila n'a pas eu le pouvoir d'une manière facile. Il s'agit d'un produit de la lutte, n'est-ce pas, qui a duré plus de 24 ans pour conquérir, chasser Mobutu, instaurer la démocratie. Même son fils, parce qu'il a grandi. N'est pas facile parce que Kabila lui-même était un commandant de frein, on ne l'a pas ramassé à Kinshasa. Il a déjà, en acceptant de prendre une arme pour arriver à Kinshasa à pied, sans manger ni boire, eh bien, il s'agit de sacrifices suprêmes et il ne peut pas se dédire. Donc, président Kabila, soucieux de remettre le pays sur une voie démocratique, cyclique, durable, n'est-ce pas, et crédible, ne peut pas collaborer avec quelqu'un pour lui permettre d'aller au-delà, mais plutôt amener ou bien responsabiliser l'intellectuel congolais pour qu'il s'assume vis-à-vis d'un processus qui ne fera plus couler le sang, comme on l'a constaté en 2016, qui a fait couler le sang en 2011, n'est-ce pas? Un processus différent de cela qu'on a vécu. Et c'est ça un peu la sagesse, n'est-ce pas, de celui qui gère la République aujourd'hui. Donc, il voudrait bien responsabiliser ces intellectuels, ces penseurs congolais, ces patriotes, pour qu'ils prennent à bras le corps la République en mettant en place un processus qui pourrait permettre aux Congolaises et Congolais de choisir les dirigeants sans problème, en toute liberté et en toute quiétude. Oui. Voilà un peu une philosophie que les gens ne semblent pas lire dans les intentions du président de la République. Oui, parce que vous veniez de parler du dialogue. Le chef de l'État a convoqué le dialogue national, conformément à la loi. Dans les 10 jours qui suivaient, tout devait commencer, mais on est au-delà du délai, plus d'un mois déjà. Vous ne trouvez pas que le dialogue, la convocation tombe caduque? Non, moi je ne pense pas que la convocation tombe caduque, et je ne suis pas juriste, je ne voulais pas entrer dans des débats, n'est-ce pas, de type juridique. Oui. Mais au moins, je lis l'intention du chef de l'État. Si nous sommes au-delà de 10 jours, ou bien 10 jours plus 1, c'est peut-être le dernier réglage pour déclencher un processus consensuel. Et je vois l'engouement qui se passe dans la province du Bandundu, dans la province du Kwilu, je vais dire, où toute la population était derrière les commissaires, pour, n'est-ce pas, pour montrer leur fidélité à la tenue du dialogue, en vue d'avoir un processus qui rassure tout le monde. Ça semble être une instruction formelle. Instruction formelle, je n'ai pas de preuves. Si toi tu en as, je m'excuse. Je vois à Kinshasa, la naissance des structures de haute personnalité qui adhèrent au dialogue. Je vis dans la partie Est l'engouement de gens qui, pour eux, pensent que le dialogue pouvait être une solution. C'est Julien Paluku qui a organisé, n'est-ce pas, la manifestation parmi tous les premiers titulaires des commissaires, mais c'est un gouverneur élu. La population au niveau du stade a envie, n'est-ce pas, de démontrer à la communauté nationale et internationale l'acceptabilité de ces dialogues. Je vis à Kinshasa. Il y a des forums qui sont nés, citoyens. J'ai vu des dynamiques de Kabange Numbi. J'ai vu les opposants même qui, hier,
n'est-ce pas, été contre le président Kabila. Et aujourd'hui, ils se disent non, par rapport aux résultats attendus au terme de cette rencontre, eh bien, tout le monde est d'accord. Bref, moi je pense qu'il revient au président de capitaliser tous ses efforts parce que il est temps que, en tant que libérateur de cette République, qu'il puisse capitaliser cela et remettre, n'est-ce pas, un processus crédible qui réunirait tous les intellectuels, les chercheurs à travers ce dialogue-là. Oui, à travers ce dialogue, mais ce dialogue qui est voulu inclusif, vous ne trouvez pas qu'il n'aura plus le statut d'inclusivité, étant donné qu'il y a l'UDPS qui relâche un tout petit peu, il y a les autres qui ne sont pas d'accord avec la convocation par Joseph Kabila. Vous ne trouvez pas que c'est encore un autre blocage pour la tenue de ce dialogue? Moi, je te prends à tes mots, n'est-ce pas? Lorsque tu dis qu'il y a des gens qui refusent que le président de la République puisse inviter, n'est-ce pas, les dialogues, je l'ai dit tantôt dans mes dernières parutions, et avant-hier, ces mêmes gens disaient que le Kabila travaillait dans un processus ou dans une approche de mettre, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, la dépendance de la République au profit des autres personnes. Et ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas Kabila qui doit convoquer, c'est Ban Ki-moon qui doit convoquer, c'est Obama qui doit convoquer, ou bien c'est Klazama Zuma qui doit convoquer, eh bien je pense que les peuples congolais devraient lire qui, entre Kabila et ses opposants, qui travaille pour l'indépendance de la République. Le président de la République est revêtu de toutes les prérogatives pour convoquer les dialogues, mais ceux-là qui veulent que les autres invitent les participants au dialogue sont ceux-là qui travaillent pour la dépendance éternelle de cette République. Or, sur le plan, n'est-ce pas, opérationnel, Kabila c'est un libérateur de ce pays et ce pays mérite mieux, en toute indépendance, ce pays mérite mieux, en toute inquiétude, d'organiser, n'est-ce pas, en tant que peuple mûr, 55 ans après l'indépendance, d'organiser des rencontres, des forums qui devraient donner des solutions durables à des problèmes qui endeuillent la République. Ça, c'est une chose. Oui, deuxième chose, tu as dit en passant que les autres ne veulent pas adhérer. En démocratie, n'est-ce pas, il faut donner la liberté, et c'est ça l'avantage de la démocratie. Mais je crois qu'au format que nous avons les renseignements à notre possession, réunit déjà à peu près 80% de la population. C'est là qui ne veut. Tshisekedi n'a pas pris part aux élections de 2006. Il y a eu l'élection et aujourd'hui, dans les annales ou dans les archives du monde, on dit que la RDC, n'est-ce pas, a organisé 2 élections. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a refusé en 2006 que les gens qui comptent le cycle électoral en RDC vous établissent que... Bref, moi je pense que tout le monde, que ça soit à pas pesant, et c'est pour cela que nous sommes au-delà de 10 jours contenus dans l'ordonnance loi, le président de la République est au dernier réglage pour permettre cette rencontre, et qu'une rencontre qui soit inclusive, qu'il soit, n'est-ce pas, qui réunisse au moins autour de lui la grande masse de la population. Vous estimez que le dialogue aura son véritable sens si l'UDPS n'est pas dedans? Je ne crois pas si ce pays a seulement 2 partis politiques. Et je vous ai dit, la grandeur, l'UDPS, oui, en 2006, la politique est dynamique. En 2011, il a eu le statut d'être le 2e parti de l'opposition, au regard de ce qu'il a eu au suffrage universel. Mais qui vous dit que si on va aux élections aujourd'hui en 2016 ou 2016 plus 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas, l'UDPS récolterait les mêmes résultats que 2011. On a vu Palou. En 2006, il avait autant de députés, mais en 2011, il en a eu combien? Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille se limiter, n'est-ce pas, sur des données statistiques, des données statiques. La politique est dynamique et que tout est possible. Il peut être premier parti d'opposition, il peut être le dernier aussi. Mais ce qui est important, le peuple congolais aujourd'hui est fatigué et qu'on ne doit pas se dire « je suis 2e parti de l'opposition après la majorité », parce que j'ai obtenu autant en 2011. Nous sommes déjà en 2015 et il y a des choses peut-être qui ont contribué positivement ou négativement à la survie de l'UDPS et qui peuvent faire de sorte qu'ils perdent, n'est-ce pas, ce qu'il avait eu comme appréciation en 2011. Voilà pourquoi moi je pense que tout le monde, et surtout par rapport, n'est-ce pas, à l'histoire politique de notre pays, il serait idoine que l'UDPS prenne part à ce dialogue. Pourquoi son leader, n'est-ce pas, de part
On ne les souhaite pas, les maladies qu'il a. Nous voudrions que nous, la nouvelle génération politique, nous puissions nous référer de l'expérience de l'UDPS parce qu'il ne servira à rien de militer plus de 24 ans dans l'opposition sans pour autant laisser au sein de cette République, n'est-ce pas, un processus démocratique, cyclique, crédible et durable. C'est en même temps une invitation pour que l'UDPS adhère au dialogue. Moi, je pense, je connais le vieux de l'UDPS parce que nous avions eu à faire partie de ces, nous avions eu à adhérer à ces partis il y a belle lurette avant la révolution du 17 mai et je connais quand est-ce qu'ils raisonnent et ils prennent les décisions. Tu sais que dit, vous les verrez au dialogue. Ça, je vous confirme. Quand bien même il y a un peu de tergiversation au niveau de ceux-là qui le composent, moi je crois que c'est à la dernière seconde que Tshisekedi fait toujours la surprise. N'est-ce pas? Et ça sera au grand plaisir de la majorité présidentielle. Grand plaisir si et seulement si sa participation contribuerait, n'est-ce pas, à ce que la nouvelle génération politique puisse se remémorer de l'expérience de Tshisekedi. Et négatif lorsqu'il cherche, n'est-ce pas, à emboîter le pas de ceux-là qui veulent endeuiller la République. Et là, on l'oubliera à jamais. Et nos enfants, on ne lui dira pas, on ne le diront à jamais qu'il a eu dans ce pays un monsieur qui s'appelait Tshisekedi. Oui, j'ai lu en vous un signe d'un prophète. Est-ce que vous pouvez prophétiser pour 2016 sur le plan politique? 2016, c'est l'année de tous les espoirs. Et je crois que nous sommes dans la bonne voie au niveau de la dynamique, n'est-ce pas, et au niveau de celui-là qui incarne la République, que le peuple congolais doit être sûr que la démocratie aura bel et bien, c'est processus démocratique, n'est-ce pas, crédible, cyclique et durable, aura bel et bien dans notre pays, afin que nous puissions mériter de ces noms-là que nous appelons la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le monsieur qui a eu le mandat souverain, n'est-ce pas, de toute la population, ne vient pas de n'importe quelle école. Il vient de l'école de la Révolution et qui ne militait que sur le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Joseph Kabila sera candidat à sa propre succession? Il n'a pas encore dit et je ne suis pas son porte-parole. Donc, il faut voir dans Joseph Kabila une personne morale qui incarne toute une classe politique. Et autour de lui, il a des cerveaux, et autour de lui, il a des ressources humaines. Donc, je ne suis pas son porte-parole, et encore moins quelqu'un du PPRD. Bref, ils pourront avoir le temps. Ils pourront avoir le temps de s'exprimer, mais ce que je sache est qu'il ne trahira jamais cette République. Il ne trahira jamais. Donc il peut dire, j'ai fait le mandat qu'il fallait, eh bien, jette l'éponge. C'est possible. À nos devoirs, mais je crois qu'il ne trahira pas cette République. C'est un serment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que amener le pays à la démocratie et lui-même bafouer cette démocratie. Je ne crois pas. Il sera respectueux des textes. Respectueux des textes parce que les textes sont clairs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette émission. L'invité, le dernier de l'année, vous en doutez, il s'appelle Philippe Oundji, représentant des notables et personnalités sympathiques aux accords de Goma. Je suis heureux parce que c'est lui qui boucle, la boucle du moins pour le compte de cette émission invitée de la rédaction de l'an 2015. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour le tout premier numéro de Invité de la rédaction pour l'année 2016, une année de grands enjeux, voulais-je dire. À vous, les pasteurs, les hommes de prière, de consacrer cette année à la grâce de Dieu pour que la paix règne à jamais et que les choses puissent rouler comme sur les roulettes et surtout dans le bon. Merci et meilleurs vœux à tous et à la prochaine. Merci beaucoup.